bonjour à toi et bienvenue. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la semaine du 19 mai au 25 mai. Voir un peu c'est quoi les messages, dans quelle énergie entre guillemets dominante on va être. Qu'est-ce qu'au niveau du collectif on est peut-être en train de traverser, de conscientiser aussi tous individuellement, mais qui fait partie du collectif. Je pense que je suis déjà bien connectée aux énergies du moment. Souvent avant les vidéos, je suis déjà pas mal connectée et c'est ce qui fait que j'ai les infos un peu en amont. Je les traverse et je les travaille un peu en amont pour pouvoir vous les retransmettre. C'est pas toujours confortable, mais on fait avec et voilà. Ok, si tu ne me connais pas, bonjour, je suis Flavie. J'ai envie, je souhaite, j'ai à cœur, j'œuvre pour vous aider à remettre l'inconscient au conscient, à faire les liens de cause à effet, à comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez, quel est l'enseignement de sagesse derrière, quelles sont les clés de libération aussi qui sont à l'intérieur de toi. Pour moi, une compréhension, c'est déjà une libération. Pour moi, je suis convaincue que tant qu'on ne comprend pas, tant qu'on ne fait pas les liens de cause à effet, tant qu'on ne remet pas de la clarté et de la conscience sur ce que l'on vit, on répète en permanence les mêmes schémas, on répète en permanence les mêmes choses et on ne comprend pas pourquoi on vit. Et du coup, on devient un peu fataliste. On devient aussi un peu victime, dans le sens où j'ai la poisse, je comprends pas, je suis maudit, etc., etc., etc. Et pour moi, je pense personne n'est maudit. Je ne crois pas. Être maudit, c'est les mots qui sont dits. Je crois que personne n'est maudit. Je crois qu'il y a toujours un enseignement. Il y a toujours une sagesse derrière l'expérience, derrière l'épreuve. Et je crois qu'il y a toujours quelque chose que l'on peut... je crois qu'on peut toujours agir. Je crois qu'on peut toujours avoir ce pouvoir d'action sur les événements, sur les choses. Bien sûr que notre âme a choisi de s'incarner et de vivre certaines choses sur lesquelles on ne peut pas contrôler l'extérieur et on ne peut pas contrôler l'avenir. Ça, c'est impossible. On ne peut pas contrôler notre avenir, dans le sens où l'âme a décidé aussi de vivre certaines expériences. Mais je crois qu'on peut éviter de répéter en permanence les mêmes schémas. Et je crois vraiment que remettre de la conscience, ça nous fait sortir aussi, ça nous redonne le pouvoir d'être acteur de notre vie, et ça nous sort aussi du statut de victime. Qui dit victime dit qu'il y a un bourreau extérieur qui nous rend impuissants. La victime est impuissante face à sa vie. Et la victime attend le sauveur. Elle attend, quoi qu'il en soit, que quelque chose d'extérieur à elle la sauve. Ça peut être une situation, ça peut être un lieu, ça peut être quand j'aurai déménagé, j'irai mieux. Ça peut être quand j'aurai changé de travail, ça ira mieux. Ça peut être quand on aura changé de président, ça ira mieux. Ça peut être... en fait, on va toujours aller chercher quelque chose à l'extérieur. Et moi, je pense que je suis déjà dans la guidance, les chouchous. Moi, je suis convaincue que le bonheur, c'est déjà un état d'être. C'est déjà à l'intérieur de nous. Je dis pas que c'est facile de choisir d'être heureux, mais le bonheur, être heureux, c'est quelque chose que l'on ressent depuis l'intérieur, en fait. C'est pas... Alors, oui, bien sûr qu'il y a des choses extérieures qui peuvent nous rendre heureux, mais c'est un état d'esprit. On va prendre quelqu'un qui n'est jamais satisfait. Jamais. Qui, de toute façon, ne verra toujours que le négatif. Il aura beau avoir tout, absolument tout ce qu'il veut, il trouvera toujours le point négatif. Il trouvera toujours le « c'est bien, mais il manque ça, quoi. Il manque ça. » Je vous donne un exemple de quelqu'un qui passe une super journée. On peut avoir des enfants qui sont un peu dans cet état d'esprit-là,
et même des adultes, peu importe, quelqu'un qui passe une super journée. Et en fait, tout a une fin. Et à un moment donné, la journée, elle s'arrête et non, ouais, il faut qu'on rentre, etc. Ouais, mais de toute façon, c'est nul, c'est toujours pareil avec toi, t'es une rabat-joie, nanana, nanana, nanana. Voilà. Et en fait, c'est là aussi où il y a l'état d'être. C'est là aussi où, est-ce qu'on cultive la gratitude? Est-ce qu'on cultive aussi cette notion de waouh, j'ai passé une super journée, je suis reconnaissante de ça. Et ok, j'accepte en fait qu'il y ait une fin. J'accepte ceci, j'accepte ça. C'est en ça où j'essaye de vous dire que, peut-être maladroitement et peut-être pas très bien, mais que pour moi, le bonheur est un état d'être, déjà, est un état intérieur. C'est pas je suis heureux à l'intérieur, c'est sur quoi je mets mon regard. Est-ce que j'arrive aussi à être satisfait et à me contenter et à être reconnaissant de ce que j'ai? À être dans la reconnaissance de ce que j'ai. J'entends pris pour acquis, de ce qui est acquis en fait, de ce qui est pris pour acquis. Est-ce que je suis reconnaissant déjà de ça? Ou est-ce que je suis en permanence dans l'insatisfaction de ce que je n'ai pas? Parce que on ne peut pas tout avoir. C'est une phrase, je pense, qui est importante dans le sens où quand on dit on ne peut pas tout avoir, peut-être qu'on l'a mise dans on ne peut pas avoir l'amour, l'argent, la paix, etc. Si, tout ça on peut l'avoir en fait. Tout ça, je pense qu'on peut avoir des choses comme ça. Mais on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas avoir... comment dire? On ne peut pas tout posséder dans le monde. On ne peut pas tout posséder. C'est ça en fait, on ne peut pas tout avoir, c'est on ne peut pas tout posséder. Il y a une notion de déjà pouvoir être en pleine possession de soi. Et que peut-être la richesse aussi se trouve dans la pleine possession de soi et dans peut-être la clarté et la conscience que l'on a de soi, de qui l'on est, de ce que l'on est, de ce que l'on fait, de toutes ces choses-là. Bref, bienvenue, je suis Flavie. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile du feu. Et moi, depuis ce matin, et je pense que c'est pour ça que je vous dis que je suis déjà dans les énergies là. Moi, depuis ce matin, je suis beaucoup dans les énergies de la Révolution française. Avec tout ce que ça a cristallisé dans l'inconscient collectif, notamment de la France. Dans l'inconscient que avoir, c'est dangereux. Être dans l'abondance, c'est dangereux. Remettre de la conscience. J'entends sur la notion de danger. Peut-être que cette semaine, on va remettre peut-être de la conscience sur la notion de danger. Je pense qu'en ce moment, on nous fait beaucoup travailler la notion de sécurité, d'insécurité, de danger. J'entends la sécurité acquise ou l'insécurité acquise aussi. On me ramène sur... Je pense que ça a tellement brassé cette semaine que je vais vous partager. L'imprégnation, c'est-à-dire de pouvoir se défaire. Alors l'imprégnation, c'est ce bébé en fait, le bébé, l'enfant qui n'a pas la parole, qui n'a pas... Alors déjà, dans les premiers mois, années, n'a pas la conscience qu'il est dissocié de sa mère ou de son parent ou de la figure d'attachement. Il a l'impression d'être le prolongement de sa mère. Donc, ça veut dire qu'il absorbe inconsciemment toutes les insécurités, les peurs. Et quand on parle d'imprégnation, on parle justement d'absorption, de ressenti, de confondre, presque de se confondre dans les blessures de nos parents et dans ce qui appartient à nos parents. Nos parents sont les enfants ou petits-enfants, mais pour certains les enfants d'après-guerre. Pour certains, vos parents ont vécu la guerre. Je ne sais pas quel âge vous avez, mais peut-être que pour certains, vos parents sont nés pendant la guerre. Donc, ils ont grandi avec
une mémoire vive d'insécurité, de peur du lendemain, de peur de mourir de faim, de peur. On a beaucoup les mémoires de guerre qui remontent, hein. C'est normal avec tout ce qui se passe dans le monde, avec les dates anniversaires aussi que l'on fête. Toutes ces mémoires remontent. Et peut-être que nous, petits-enfants, arrière-petits-enfants, nous sommes en train de nettoyer ces mémoires de guerre que nous portons et que nous avons acquises par imprégnation, en fait. Je vous donne l'exemple d'un parent qui est en permanence dans une hypervigilance. En permanence. C'est un état d'être pour ce parent. C'est-à-dire que c'est un parent qui est tout le temps méfiant, qui au moindre bruit, par exemple, sursaute, va toujours être dans de la paranoïa, etc., etc., etc. L'enfant grandit dans ce climat-là. Donc pour lui, le monde est dangereux. On peut se faire attaquer à n'importe quel moment. C'est ce qui l'intègre dans son éducation. Il grandit avec une injonction inconsciente, avec une croyance inconsciente que le monde peut être méchant, que le monde peut être dangereux. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai peut-être jamais vécu vraiment de réel danger, mais mon parent, dans ses réactions, dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir, dans ses paroles, dans son langage non verbal, me fait comprendre que le monde est dangereux. Donc, le monde est dangereux, je dois être méfiant. Et c'est là où je vous parle de ces mémoires, entre guillemets, acquises ou inculquées par de l'imprégnation. Alors, j'ai peut-être pas les bons termes, mais par du langage non verbal, par de l'éducation, par toutes ces choses-là. Et là, c'est comme si on était en train de travailler, justement. Moi, je sens en ce moment que mon corps se crispe, mais d'un coup. Et que je n'arrête pas de remettre de la conscience sur mon corps en disant c'est bon, stop, tu es en sécurité. Moi, en ce moment, je travaille énormément ma notion de sécurité du corps, de la matière, la sécurité matérielle, qui passe par mon corps. Hein. C'est rappeler à mon corps, tu n'es pas en danger, tu n'es plus en danger. Et c'est là où je vous dis qu'en fait, c'est comme si on avait les mémoires de guerre, en ce moment, qui sont inscrites dans notre corps. Donc de la Révolution française. J'ai l'impression, peut-être ça prend depuis Racine, depuis la Révolution française, que depuis là, en fait, on est dans quelque chose qui est très cristallisé et depuis là, il y a quelque chose j'entends qui s'est pollué, en fait, et qui s'est remis et remis et remis et remis et remis et remis. Le feu, on va être dans le feu créateur ou le feu destructeur, en fait, hein, dans ce feu, dans cette mémoire de vie, j'entends. J'entends mémoire de vie, mais aussi qui peut être une mémoire vive. Et quand je vous parle de cette mémoire vive, moi j'ai vraiment cette notion des mémoires vives encore de nos ancêtres, en fait. C'est comme si là, mais vraiment, vous verrez comment ça vous parle, hein, quand je vous fais les guidances. Je sais que des fois ça peut partir un peu dans tous les sens et je suis désolée, hein, parce que ça, voilà, il y a plein d'infos qui arrivent en même temps et j'essaye, hein, au moins au fur et à mesure, parce que je suis dans l'intuitif, hein, donc je ne prépare rien avant de faire une guidance. Je ne peux pas préparer, ça en perdrait pour moi la magie. Et j'ai déjà essayé et en fait, du coup, les messages ne sont pas les mêmes pour moi. Ils n'ont pas la même puissance. Quand je vous parle de mémoire vive, c'est comme s'il y avait dans notre inconscient, dans l'inconscient familial et dans l'inconscient collectif, cette mémoire vive d'insécurité j'entends, qui n'a jamais été apaisée. C'est comme si on me montrait, il fallait presque, j'ai l'eau, vous verrez comment ça vous parle, l'eau, voire peut-être appeler votre enfant intérieur, le petit vous, la petite vous, la laver avec de l'eau en disant tout va bien, tout est fini, tu es en sécurité. Remettre justement
de la sécurité dans le corps. Peut-être aussi, vous verrez aussi comment ça vous parle pour les mamans, le faire à vos enfants. Waouh. Le faire à vos enfants. Pouvoir, justement, presque les mettre dans l'eau, les laver avec de l'eau et vraiment remettre de la sécurité par le biais de l'eau. J'entends l'eau va venir réinformer le corps, redonner une nouvelle information. Vous pouvez aussi boire, on me montre, je vous donne des exemples de rituels, vous faites ce que vous voulez, si vous voulez le faire, vous le faites, vous voulez pas, vous le faites pas, faites ce que vous voulez. Il y a cette notion de boire de l'eau, ou est-ce que peut-être vous avez informé cette eau en disant je suis en sécurité, il n'y a plus de danger, je peux relâcher et me relâcher, il n'y a pas de danger à se relâcher. Moi je sens que j'ai absorbé, mon père est né juste après la guerre, donc je pense qu'il a évidemment les traces de la faim. De toute façon, il les a, ça c'est clair, il le dit, il le nomme, qu'il se souvient qu'il avait faim. Et je pense que c'est les peu de choses qu'il arrive à nommer et qu'il a beaucoup d'insécurité. Et je sens que moi, je porte aussi finalement ces mémoires d'insécurité. Et je sens que mon corps, en permanence, en ce moment, il se crispe et il faut que je lui dise non, mais t'es en sécurité, t'es en sécurité, t'es en sécurité. Et quand je suis partie, en fait, j'ai senti que le bébé avait imprégné ça. La petite Flavie, en plus, dans toute sa sensibilité, le bébé n'est que dans le ressenti. Le bébé, le cerveau, au début, n'est pas beaucoup formé, il n'est que dans du ressenti, en fait. Donc il va absorber en fait toutes les insécurités. Il va absorber tout ça. Et là, c'est remettre en permanence en ce moment de la sécurité, de la sécurité, de la sécurité. Qui nous bloque et qui nous coupe de l'abondance. Et j'entends de l'abondance sous toutes ses formes. De l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance d'amour. C'est comme si on me montrait, mais en fait l'abondance, insécurité et abondance, ça peut pas aller ensemble. En fait, la sécurité amène l'abondance. En fait, l'état de sécurité amène l'abondance. L'insécurité amène la restriction, amène la survie. Ça paraît tellement logique. Ça paraît tellement logique. Et c'est pour ça que je pense qu'on est beaucoup, parce qu'aujourd'hui, on va pas se leurrer, on n'est pas en danger. On n'est pas en réel danger. D'accord ? On est dans un hypothétique danger. Hypothétique. Mais dans le concret, dans l'ici et maintenant. Je parle vraiment de l'ici et maintenant. En France, il n'y a pas de danger. On n'est pas en danger. Oui, bien sûr, il y a de la violence. Oui, bien sûr, il y a toujours un risque, parce que le risque zéro n'existe pas, mais ça fait partie de la vie. C'est la vie, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir un problème en sortant de chez soi, on peut avoir un problème en étant chez soi. On peut avoir une rupture d'anévrisme, on peut mourir en un claquement de doigts. Et, sans paraître pour quelqu'un qui affabule ou peu importe, mais on le sait que de toute façon, on veut nous faire croire qu'on est en état de danger. Parce que quand on est en insécurité, quand on est en hypervigilance, quand on est dans un climat de peur, on ne réfléchit pas normalement. On se crispe et on va aller que à de la survie. Quand on prend le temps de relâcher, quand on prend le temps de relaxer, quand on prend le temps on prend de la hauteur, on prend de la conscience, on remet de la conscience.
C'est là qu'on se dit et qu'on voit les stratagèmes et les stratégies. Qu'on se dit, mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est violent. Ça, c'est pas ok. Ça, c'est non. Ça, c'est non. Etc., etc., etc. Et là, je pense qu'en ce moment, on est vraiment, vraiment en train, pour beaucoup, de travailler toutes nos croyances, toutes nos restrictions en lien avec l'abondance, mais l'abondance sous toutes ses formes. C'est comme si on me montrait que l'abondance apportait un état aussi de relâchement, de plénitude, de bonheur. Et vraiment, pour moi, je pense qu'on va nous faire les parallèles, notamment cette semaine. C'est ce que je vous dis entre le feu qui construit et le feu qui détruit. Et peut-être qu'on va utiliser justement, et c'est là où on me montre le feu qui détruit, utiliser ce feu à bon escient. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple de quelqu'un qui est en hypervigilance. Moi, c'est ce que je suis en train de traverser en ce moment. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas me détendre. On croit que je suis détendue, mais en fait, pas du tout. Même sur un massage, quand je me fais masser, ça me demande un grand effort de remettre de la conscience dans mon corps pour qu'il se relâche. Et quand il y a une part de mon corps qui se relâche, il y a l'autre qui se crispe. C'est infernal. C'est comme ça. Et je suis en train de travailler ça, justement, aider le système nerveux à remettre du relâchement, à remettre tout ça. Et dans la prise de conscience que j'ai eue il n'y a pas longtemps, c'est que quand il y a quelque chose qui se débloque, donc qui va m'amener du relâchement, paf, il se passe plein de trucs, plein de merde, pour me remettre dans un état d'angoisse et d'anxiété. Parce que c'est le connu, en fait. C'est un état connu. Cet état connu, il est, je pense, là depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je vous parle aussi de ce truc imprégné, de l'imprégnation. Je pense que j'ai imprégné ces états d'angoisse qui appartenaient aussi à mes deux parents. Parce que mes deux parents, ma mère est une grande angoissée, mon père est en hypervigilance en permanence. Voilà, des enfants d'après-guerre. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. On ne va pas se leurrer. On n'avait pas la même... comment dire, considération pour les enfants qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on considère, même s'il y a encore fort à faire, on considère quand même un peu plus les enfants. À l'époque, on ne les considérait pas. Vraiment. On pouvait avoir des paroles très humiliantes. Voilà. Bref, on était aussi dans un après-guerre, un état de survie, etc., etc., etc. Peu importe, on ne va pas refaire l'histoire, de toute façon. C'est comme ça. Je ne dis pas que c'est tout le monde, mais je pense qu'il y a une majorité, quand même, d'enfants d'après-guerre qui ont, quand même, imprégné cet état de survie. Et que depuis, en fait, on n'a pas encore, pour beaucoup, réussi à relâcher pleinement. C'est pour ça que je vous dis que moi, en ce moment-là, c'est ce qui se travaille. C'est dès que je me relâche, dès que je sens que ça va mieux, dès que je sens... Alors, on a beau être dans cet état d'être, de l'abondance, machin... Pour moi, ça, c'est des choses aussi qui se font petit à petit, au fur et à mesure. Et ben, il se passe plein de choses. Le chauffe-eau qui tombe en panne, donc du coup ça remet du stress, plein de factures à payer d'un coup, du coup ça met du stress, plein d'imprévus, plein de choses, et la voiture qui tombe en panne, le machin, le truc. Et là on se dit mais c'est pas possible, en fait. Mais qu'est-ce qui se passe, j'ai la poisse. Non en fait, c'est pas que t'as la poisse, c'est pas que t'es attaqué, c'est pas que t'es tout ça, c'est juste qu'en fait ton corps a identifié que quand tu te relâches, c'est là où tu es en danger. Il y a une information qui a été mise. Et c'est là où il faut réinformer ton corps. C'est-à-dire lui apprendre que quand il se relâche, il est en sécurité, que c'est un état normal.
Et que peut-être c'est le nouvel état sur lequel tu veux tendre. Et c'est sur ça, je pense, qu'on est en train de travailler pour beaucoup en ce moment. C'est cette notion de sécurité, de danger, d'abondance qui emmène la sécurité, parce que je pense que pour beaucoup, on est en train de travailler l'abondance. Hein, on en parle beaucoup de l'abondance. Hein. Ben pour travailler l'abondance, mes chéris, il va falloir remettre de la sécurité à l'intérieur de soi et apprendre à notre inconscient, à notre corps, à toutes les parts de nous, que la sécurité n'est pas un danger, que nous ne sommes pas en danger quand nous sommes en sécurité. Parce que on nous a inculqué que nous devions être en mode survie, que c'était ça la normalité, en gros. J'espère que j'ai été claire dans ce que j'essaye de vous dire. On est en train, je pense, de débloquer des grosses choses. Là, je vous montre, c'est interdit, dissimulation, la connaissance interdite. Mais pour moi, il y a cette notion, en effet, du canal, de notre histoire aussi, de ce livre qui vient symboliser notre histoire. Notre histoire. L'histoire que l'on écrit, en fait. C'est nous qui écrivons notre histoire. J'entends issu de nos ancêtres, bien sûr, parce que, et c'est là où on me ramène sur la conscience, d'avoir conscience de ce qu'ont vécu nos ancêtres, parce que c'est comme si on avait oublié l'état de stress, d'angoisse, d'incertitude que nos ancêtres ont vécu pendant les guerres. Comme si on avait complètement oublié tout ça. On l'a oublié, mais on ne l'a pas nettoyé. Et j'entends, c'est pour ça que ça se réactive. Parce que, on le sait, hein, quand on est en train de travailler quelque chose, et là on est pour beaucoup en train de tendre vers l'abondance, la liberté, la libération de nos mémoires, de tout ça, pour qu'il y ait ça qui se mette en place, il faut qu'il y ait les libérations des blocages. Et c'est ça aussi ce livre. C'est-à-dire que là, cette semaine, on va mettre en lumière ce qui nous empêche d'écrire notre propre histoire. Ce qui nous empêche, les loyautés inconscientes, j'entends les imprégnations, hein, vraiment. Hein. Pour moi, on va beaucoup travailler l'imprégnation cette semaine. Les imprégnations, en fait, qui nous empêchent d'écrire notre propre histoire et qui nous empêche d'écrire notre propre histoire. Ça va être ok, est-ce qu'il y aurait autre chose? Il y a la liberté, hein. La vidéo donc de la semaine dernière, on était vraiment liberté chérie, j'arrive. Hein. Et je pense qu'on est tous en train de travailler. C'est pas étonnant, on arrive à la date anniversaire de la Révolution française, qui est une date qui, vraiment, le peuple a pris en main sa liberté, sa propre libération. Je reviens sur la Révolution française. Oui, le peuple a pris en main sa libération, mais à quel prix? Au prix de la mort d'enfants, au prix de la mort d'innocents. Et moi, je sens que ce matin, c'est ça qui est énormément remonté, en fait. Il y a aussi tous les interdits autour, et qui sont issus de la Révolution française, de avoir de l'argent, c'est dangereux, parce qu'on peut te couper la tête. Qui vient de la Révolution française. En France, l'argent, aimer l'argent, avoir de l'argent est mal vu, est mal perçu depuis la Révolution française. Ou un peu en amont, parce qu'il a fallu quand même que la marmite monte, hein, que la moutarde monte au nez du peuple pour qu'ils en arrivent jusque-là. Mais où on en est arrivé à une extrême violence pour une extrême haine des riches, pour aller les massacrer. Il y a eu quand même un massacre des nobles parce qu'ils étaient riches. Point. Et ça, c'est très ancré, très imprégné
dans notre peuple, dans notre pays, être riche, c'est dangereux, c'est mal vu, c'est mal perçu. Et en plus, si tu es riche, tu es un oppresseur. Tu es un oppresseur. Tu vas aller oppresser le peuple. Les riches sont les méchants, les pauvres sont les gentils. Alors, vous rajoutez le catholicisme, etc. Pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment les mémoires de la Révolution française qui sont en train de remonter, pas forcément les mémoires du catholicisme. Même si peut-être pour certains, individuellement, vous verrez comment ça remonte. Mais il y a cette notion-là, en fait, de prendre sa liberté, parce que l'argent peut aussi amener plus de liberté, qu'on le veuille ou non. On ne va pas se leurrer. L'argent peut amener beaucoup plus de liberté, beaucoup plus d'aisance, plus de facilité, etc., etc., etc. Et je sens qu'il y a énormément de croyances autour de l'argent qui se sont mises depuis la Révolution française, que nous sommes tous en train de porter individuellement, qui nous empêchent d'écrire notre propre histoire ou notre nouvelle histoire. Et là, moi, j'ai l'Amazone, la cavalière. Moi, le cheval, comme ça, il me donne cette notion de liberté. De liberté. Et j'entends, mais à quel prix ? Et c'est là où, pour moi, on est en train de nettoyer les mémoires de la Révolution française. C'est la liberté, mais à quel prix ? Au prix du sang ? Non, ça ne devrait pas. La liberté ne devrait pas être au prix du sang. Et vraiment, je pense qu'on est en train de travailler fortement tout ça. Fortement. Vous verrez comment ça vous parle. Mais pour moi, justement, en fait, c'est comme ça aussi qu'on va remettre de la circulation, qu'on va refaire circuler aussi l'abondance, de la justice, de la justesse, de l'équilibre. Parce que j'entends la liberté s'est construite sur de l'injustice en France. Mine de rien. Massacrer des enfants, c'était pas juste. La liberté s'est construite sur de l'injustice. La liberté du peuple français s'est faite là-dessus. C'est là où je pense qu'il va falloir aller redonner de l'honneur, de la dignité, de la valeur à toutes ces personnes qui sont mortes au nom de la liberté. Parce que ce n'était pas juste. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Dans les deux parties, il y a eu des injustices. Dans les deux parties, il y a eu des injustices. Et c'est reconnaître l'injustice vécue par les deux parties. C'est reconnaître que peut-être ce n'était pas la meilleure des solutions. C'est remettre de l'amour, du pardon. Parce que peut-être que nos ancêtres, on ne sait pas, enfin moi j'ai pas fait mon arbre, je ne sais pas de quel côté étaient mes ancêtres. Est-ce qu'ils étaient du côté du peuple ? Est-ce qu'ils étaient du côté des nobles ? Je n'en sais rien. Peu importe. Quoi qu'il en soit, ils étaient d'un côté ou d'un autre. Et quoi qu'il en soit, il y a possiblement une injustice qui est issue de cette Révolution française. C'est là où je pense, l'abondance. L'abondance, et j'ai pris la carte, je l'ai à moitié tordue. Donc, l'originalité, l'union, la foi. C'est réunir, en fait. C'est réconcilier, en fait. C'est réconcilier les deux parties. Réconcilier, c'est une notion de réconciliation. D'arrêter de se faire la guerre entre les pauvres et les riches. C'est con, hein, mais arrêter de se faire la guerre entre les pauvres et les riches. Encore une fois, il y a toujours cette notion d'injustice. C'est pas juste d'être pauvre, c'est pas juste d'être riche, c'est pas juste... En fait, il y a toujours cette notion de l'argent, c'est comme si l'argent créait encore plus d'injustice. Et peut-être que quand on est justement dans notre domaine, on veut de la justice.
On veut que tout soit juste. D'ailleurs, on l'entend souvent dans la spiritualité, tout est juste. Tout est juste, tout est parfait. Ok, non, tout n'est pas juste. Non, non, c'est pas vrai en fait. Tout n'est pas juste. Et c'est pas parce que il y a, entre guillemets, une forme d'injustice on me ramène de nouveau sur l'argent en fait. Il y a cette notion de c'est pas juste que l'autre soit riche. Peut-être, mais qu'est-ce qui t'empêche toi d'être riche? Qu'est-ce qui t'empêche toi de prendre les risques pour cette richesse? Parce que peut-être aussi, à un moment donné, alors je dis pas que, mais malgré tout, peu importe en fait, peut-être que si on voyait les choses comme de l'inspiration et pas que comme de l'injustice, il y aurait quelque chose qui bougerait. Je sens que ça va être peut-être la prochaine vidéo sur... je pense qu'il y a quelque chose qui doit arriver à maturation. Mais possiblement qu'il y a beaucoup l'injustice qui va remonter aussi cette semaine. Et dans cette injustice, il y a cette notion de réconciliation en fait. Parce que de part et d'autre, en fait, il y a des injustices. C'est ça qu'on essaie de me montrer en fait. C'est-à-dire que le riche qui se prend la jalousie et la méchanceté, entre guillemets, du pauvre, qui le déteste juste parce qu'il est riche, c'est pas juste. D'accord ? C'est pas juste. Le pauvre qui meurt de faim parce qu'il n'a pas eu les mêmes chances, etc., c'est pas juste. Et c'est là, en fait, où il y a cette notion de... Mais en fait, de part et d'autre, il y a toujours des injustices. Mais il y a toujours de la justice aussi. Il y a toujours de la justice. Et c'est là où on me remet de nouveau la conscience. La conscience de... Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'être riche? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'être cette personne? C'est moi qui me l'empêche. C'est moi. C'est moi, seulement moi. C'est moi qui ne m'autorise pas ça, la réussite. Qu'est-ce qui fait que je ne m'autorise pas ça? Et souvent, on préfère aller accuser l'autre en disant « Ouais, toi, t'es comme ça, t'es comme ça. » C'est plus facile. Ça évite de se remettre en question. Ça évite de prendre sa responsabilité. Ça évite tout ça. Et peut-être que ça va vous parler dans votre histoire personnelle, justement. De peut-être que inconsciemment, vous vous interdisez la réussite, l'abondance, le bonheur. Parce que il y a toutes ces mémoires qui sont en train de se réveiller, de se réactiver. De l'injustice. C'est pas juste d'aller accuser quelqu'un d'être riche, de ne pas l'aimer, de le salir parce qu'il est riche. Ça, c'est pas juste. Parce que vous savez pas ce que cette personne a trimé pour en arriver là. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas les sacrifices qu'elle a fait pour en arriver là. C'est pas juste. Tout comme, c'est pas juste d'accuser un pauvre d'être pauvre parce que vous ne savez pas pourquoi il en est là. Qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à aller chercher les ressources à l'intérieur de lui? Pourquoi? Là, vraiment, je sens qu'il y a... je sais pas comment dire, mais il y a une espèce de croisement des regards, des perceptions. Et en faisant ça, c'est comme si on allait mettre aussi en lumière, du coup, toutes nos croyances, nos limitations, nos imprégnations. Nos imprégnations. Peut-être que vos grands-parents pensaient que les riches étaient des salauds. Et bien peut-être que vous avez imprégné ça. Et que ça appartient à vos grands-parents. Ils ont le droit de croire ça. Donc par loyauté, je ne veux pas être riche parce que mes parents, mes grands-parents pensaient que les riches étaient des salauds et des méchants. Donc je me l'interdis parce que sinon ça veut dire que je suis ça. Et je ne veux pas être ça. Ok? Et là, je sens qu'il y a tout ça qui va se travailler cette semaine. Tout ce qui est en lien avec l'abondance et les mémoires qui coupent l'abondance. L'injustice, presque.
aussi, des mémoires d'injustice en lien avec l'abondance. Et comment l'abondance aussi peut être perçue comme injuste. On va dire que quelqu'un est béni. Il est béni, il a de la chance. Ou pas. Ou pas. Ou pas, parce que pour certains, avoir beaucoup d'argent, ça peut être une malédiction. Tout est une question de point de vue, de prisme. Et peut-être que de l'argent, aujourd'hui, ou l'abondance, et là c'est ce qui me vient, et je pense que ce sera le message de clôture, allez voir comment l'abondance est finalement notre triangle de Karpman en ce moment. Ou l'argent fait partie du triangle de Karpman. C'est-à-dire que moi je suis la victime, donc c'est pas juste, et mon sauveur, c'est l'argent. Mon sauveur, c'est l'abondance. Et le bourreau, c'est, je sais pas, moi c'est ma vie. Ma vie en fait. Le bourreau c'est ma vie, c'est la vie dans laquelle je suis. Peut-être bien quelque chose comme ça qui va profondément se dessiner cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire un commentaire, un retour. Et n'hésitez pas à venir en individuel si vous avez besoin qu'on aille explorer tout ça ensemble. C'est avec grand plaisir que je vous aiderai. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.